La convention de la société civile en Côte d'Ivoire a tenu le jeudi 24 février une table ronde à Abidjan. Au cœur des débats, l'endettement grandissant du pays. Le médiateur de l'Azaci était en visite à Dabou. Il a rencontré les usagers afin d'échanger sur comment gagner du temps en cas de litige avec les assureurs et appréhender les procédures d'indemnisation. Les responsables de la LONASI, l'Autorité nationale de Côte d'Ivoire, ont convié les représentants des organisations professionnelles des médias à un déjeuner de presse. Occasion pour le directeur général de partager avec ses invités l'embellie économique et les perspectives de sa structure. Et puis l'ouvrage « Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attend pas au sommet » de Euphrasie Kwasi Yao, anciennement ministre de la Femme, a été présenté à Abidjan. Merci de rester avec nous pour les développements. Bienvenue à toutes et à tous, il est l'heure du journal sur Business 24 Africa et nous ouvrons cette édition avec la situation de la dette publique ivoirienne. La dette publique donc de Côte d'Ivoire est de l'ordre de 19 836 milliards de francs CFA contre 16 800 milliards de francs CFA en 2020. Une hausse qui inquiète de plus en plus la Convention de la société civile qui a décidé d'en savoir davantage. Le jeudi 24 février, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, l'organisation a tenu une table ronde. Objectif, informer, recueillir les préoccupations et avis des uns et des autres, mais aussi partager des expériences en matière de gestion de dette publique. Issa Badini et Marius Seri pour plus de détails. Débat citoyen sur la dette publique ivoirienne, tel est le thème de cette table ronde de la Convention de la société civile ivoirienne. À ce rendez-vous, il était question d'analyser la dette publique qui affiche au compteur 19 836 milliards de francs CFA contre 16 800 milliards en 2020. Une initiative citoyenne soutient le coordonnateur national de la CSCI. Et nous avons voulu cette table ronde sur la question de la dette. Le mot dette, vient du latin debete, qui veut dire devoir, et qui a aussi pour synonyme devoir, contrainte. Dans la culture africaine mandingue, le mot dette même signifie corde, le duro. Donc parler de cette question qui est au cœur des préoccupations des citoyens, pour nous, est une question essentielle. Et comme il était prévisible, la question de la dette publique est diversement appréciée. L'indicateur qui donne les pays les plus endettés, plus riches, n'est pas partagé partout. La dette n'est pas forcément mauvaise, participe à la dynamique de l'économie. Mais ça ne veut pas non plus dire que parce que ça participe à la dynamique d'une économie, il faut inexorablement s'endetter. Pour preuve, il y a des pays qui vivent sans être endettés. J'ai cité le cas du Botswana. Tous les jours, on en parle, tous les jours, on en parle. Donc, c'est une occasion pour nous d'être mieux informés sur le mécanisme de la dette et de dire que la dette, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut bien s'endetter pour pouvoir se développer. Mais les populations sont inquiètes parce que le niveau d'endettement monte. Ils n'ont pas toutes les données, donc ça les inquiète souvent. Il faut noter que le taux de la dette publique de Côte d'Ivoire s'élève à 58% de son PIB, un taux en dessous du seuil du tolérable imposé par l'UEMOA qui est de 70%. Il faut souligner l'absence remarquée du ministère de l'économie et des finances à ces échanges. Je vous l'annonçais en titre, après l'étape de Yopougon, la tournée de sensibilisation de la médiation de l'assurance a pris ses quartiers dans la cité des Grands Ponts. Comment gagner du temps en cas de litige avec les assureurs et appréhender les procédures d'indemnisation en cas de sinistre. Ce sont autant de questions de fond que le médiateur de l'assurance a clarifié aux usagers de Dabou. Le reportage de Patrick Crow et Tima Traoré commenté ici par Mireille Abalé. Répondant à l'appel des usagers de la cité des Grands Ponts, le médiateur de l'assurance a poursuivi sa randonnée d'information ce mercredi 23 février 2022 à Dabou, au cours de la journée de sensibilisation de la médiation de l'assurance initiée par l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, UFCC. Au terme de son exposé liminaire, Ernest Assamoah, médiateur de l'assurance, a convaincu les usagers et les assurés sur les procédures de saisine
de recours et d'indemnisation des victimes à l'issue des sinistres. Jouant un rôle de facilitateur et non de gendarme, la médiation de l'assurance, dira-t-il, promeut un règlement à l'amiable en cas de contentieux entre les assureurs et tout bénéficiaire d'un contrat d'assurance. Besoin de moyens de pression. L'avis que le médiateur rend est basé donc sur l'application des conditions générales des contrats, l'application des conditions particulières et la loi sur les assurances. Et donc, avec les arguments développés, il n'y a pas besoin vraiment de moyens de pression. Lorsque l'avis est mis donc sur la base des arguments techniques, les assureurs l'acceptent sans problème. Bien que le médiateur de l'assurance ne puisse pas s'autosaisir, ce supra-assureur rend un avis fondé sur le droit et l'équité qui n'est pas obligatoire. Les parties, précise-t-il, conservent leur droit de saisir les juridictions compétentes. Faire en sorte que les dossiers qui étaient en souffrance trouvent une solution heureuse, c'est-à-dire que les usagers soient indemnisés. C'est ça le rôle, de permettre que les assureurs et les assurés s'entendent pour débloquer tous ces dossiers qui étaient, comme on dit, en souffrance dans leur livre. Ce sont des salves d'applaudissements qui ont permis à l'auditoire de témoigner leur satisfaction aux arguments présentés par le médiateur de l'assurance. Cette note de gaieté a été soulignée par Franck Moreau, président des sections UFC de Dabou, qui a situé l'objectif de cette journée de sensibilisation. L'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire a initié en collaboration avec la médiation de l'assurance cette campagne de sensibilisation qui a débuté le 29 janvier 2022 à Yopougon. L'objectif est de faire connaître la médiation de l'assurance auprès des usagers. Notons que la tournée de sensibilisation du médiateur de l'assurance sillonnera les villes de Boaké, Agboville, Korogo, San Pedro et bien d'autres localités ivoiriennes. Créée en 2018, la médiation de l'assurance a pour mission de favoriser le règlement amiable des litiges entre les assurés et les assureurs. Dans le cadre du projet Eau et énergie pour l'alimentation, 4 petites et moyennes entreprises ont été distinguées lauréates du concours Innovation de la coopération allemande GIZ. Débuté dans le mois de juin 2021, ce concours a mis en compétition 18 petites et moyennes entreprises issues de différents secteurs d'activité. Ce concours vise aussi à les soutenir financièrement et techniquement par des subventions et des conseils. Le reportage est signé Zénab Dosso. C'est un parcours de combattants dans le secteur de l'agriculture. Des entreprises locales évoluant dans divers secteurs, irrigation digitale, économie circulaire, la filière porcine, la riziculture. Elles étaient 18 au départ, après un appel à manifestation d'intérêt. Aujourd'hui, voici les 4 petites et moyennes entreprises qui ont séduit les membres du jury par leur innovation. Et ma spécialité, c'est tout ce qui a trait au pompage solaire et aussi l'irrigation. Et c'est par rapport même justement à l'irrigation qu'aujourd'hui je suis lauréat. Donc aujourd'hui, nous bénéficions donc du soutien de la coopération allemande, surtout de la GIZ, pour soutenir notre filière de digitalisation de la filière porcine. Donc vraiment pour le monde agricole, c'est vraiment une solution complète. Et pour les besoins de nos planteurs ici et de nos agro-industriels ici, c'est vraiment très pertinent parce qu'il y a quand même ce déficit d'accès aux produits fertilisants et aussi le coût de l'énergie est élevé. Le secteur agroalimentaire est responsable de 70% de la consommation d'eau, de 30% de la consommation mondiale d'énergie et de 23% des émissions de gaz à effet de serre, selon la coopération allemande GIZ. Le concours innovant des petites et moyennes entreprises innovantes dans le secteur agricole et agroalimentaire s'inscrit dans le cadre de son projet Eau et énergie pour l'alimentation. C'est un projet qui fait partie d'une initiative internationale qui s'appelle aussi Eau énergie pour l'alimentation. Et on essaye de promouvoir des innovations qui sont économes en eau et en énergie pour produire plus d'alimentation. Donc c'est un projet qui s'engage vraiment pour protéger le climat et l'environnement. À la suite de ce concours, les lauréats vont bénéficier d'un appui technique et financier qui va leur permettre de monter à l'échelle. C'est un projet d'une grande importance dans la mesure où elle participe à l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés.
Notons que le projet Eau et énergie pour l'alimentation est une initiative internationale conjointe du ministère fédéral allemand, des Pays-Bas, de l'Agence suédoise de la coopération internationale et de l'USAID. Parlons à présent de lutte contre le changement climatique dans ce journal. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a procédé au lancement officiel du projet Rudness 2.0. Mis en œuvre par l'Institut mondial pour la croissance verte, le DDDI, ce programme vise à renforcer les capacités des gouvernants et des acteurs nationaux. Il se veut aussi un programme pour développer les compétences dans la mise en œuvre des projets climatiques. C'est un lancement qui a vu la participation du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Faire de la capitale économique ivoirienne une ville écologique aux pilules, bâtiments et infrastructures vertes, voici l'un des enjeux majeurs du projet Rudness 2.0. Lancé officiellement, ce programme de sauvegarde de l'environnement prévoit d'aider la Côte d'Ivoire à tirer parti du potentiel inutilisé du secteur de la construction et du bâtiment afin d'atténuer les effets du changement climatique. Un programme que le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a salué. On est au mois de février et il pleut. Vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal. C'est parce que simplement le climat a changé. On ne sait pas ce que nous réserve le mois de mai, ni ce que nous réserve le mois de juin. Piloté par l'Institut mondial pour la croissance verte et financé par le Fonds vert pour le climat, le projet vise aussi à accélérer la transition vers une économie verte en renforçant les capacités du personnel de la Banque nationale d'investissement BNI à développer des projets bancables sur les changements climatiques. La priorité pour nous est de s'assurer que l'appui qui est mis à disposition aujourd'hui permette de réaliser de manière concrète les ambitions du plan climat et les ambitions pour une amélioration de la vie du quotidien des populations. À travers notamment l'accès qui sera mis en place pour un financement de différents projets d'impact. La question du changement climatique et la transition énergétique est aujourd'hui au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans tous les pays du monde et singulièrement dans ceux en développement pour lesquels la mobilisation des financements verts reste un défi. C'était un reportage de Walter Kofi et Augustin Kra. La tradition veut que chaque début d'année, à l'Assemblée des régions et des districts de Côte d'Ivoire, l'on s'échange des vœux. Tradition respectée en début de cette année 2022. Le mercredi 23 février à la RDCI, à Abidjan, Eugène Akawile et ses pairs se sont échangés des vœux. Et vous le verrez dans ce reportage, ce sont pour l'essentiel des vœux de maintien de paix et de cohésion sociale. Issa Badini et Ézéchiel Seri. Les échanges de vœux de nouvel an, une règle non écrite et pourtant bien respectée à l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. C'est mercredi après-midi, c'est tout protocole observé que les élus locaux, membres de la fêtière, ont sacrifié au rituel. Des vœux sur fond de bilan et perspectives pour les maîtres des lieux en tête de liste des priorités, le maintien dans leurs localités respectives de la paix et la cohésion sociale. Au niveau de nos territoires respectifs, le premier défi pour cette année 2022 sera le maintien et la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au niveau de nos régions, en référence à Félix Houphouët-Boigny, je cite, « La paix est le préalable à tout développement ». En effet, nous constituons un seul territoire, la Côte d'Ivoire, et nous avons vocation à constituer un ensemble cohérent, inscrit dans une dynamique de synergie d'action en vue de conjuguer nos efforts pour assurer un développement harmonieux et durable de notre beau pays. Parlant des bilans de l'exercice de l'année écoulée, l'ancien ministre de la Santé n'en est pas moins fier. Nous devons inscrire nos réflexions dans une approche globale, mutualiser nos efforts et agir pour améliorer le bien-être de nos concitoyens. Créé en 2013, l'RDCI a pour mission, entre autres, d'étudier
et de proposer au gouvernement les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir le développement et le bon fonctionnement des collectivités locales. Eugène Akaouele, faut-il le souligner, est l'actuel président du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. Lors de la cérémonie de présentation des vœux, le président de l'RDCI a reçu des mains de ses pairs un tableau en guise de cadeau de Nouvel An. Des présidents de filières membres de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME ainsi que des membres impliqués dans l'écosystème industriel ont bénéficié du renforcement de capacités sur la réduction des coûts et la hausse du profit pour leurs entreprises. Une formation dispensée par le cabinet américain International Dynamic Consultant le mercredi 23 février au siège de la FIPME à Abidjan. Walter Kofi et Ismaël Doza nous en disent davantage. C'était genre de classe pour ces dirigeants des PME et de PMI, élimination du gaspillage, réduction des coûts ou encore augmentation de la productivité sont les différents chapitres sur lesquels ces chefs d'entreprise ont été abordés au cours de ces séminaires de formation. Une idée de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME qui, en initiant cette rencontre, veut aider ses membres et acteurs impliqués dans l'écosystème industriel en Côte d'Ivoire à développer de nouvelles compétences et à être plus compétitifs. Comment gérer les coûts, satisfaire la demande et innover, des aspects qui s'imposent pour ces chefs d'entreprise, surtout dans cette période de crise sanitaire. À la suite de la formation, il y aura un accompagnement. Et l'accompagnement sera un accompagnement aussi bien technique que financier. Nous sommes des toutes petites PMI et nos problèmes ne sont pas toujours forcément ceux des PME comme on les entend, comme on les définit. Voilà. Donc c'est l'occasion pour nous, une fois de plus, de poser notre problème et je pense que le conférencier a bien compris. Le formateur est le cabinet de conseil international dynamique consultant West Africa. Il est spécialisé dans la réalisation des projets industriels en Afrique. Voilà, l'un des problèmes dont ils ont beaucoup parlé, c'est le financement. Et donc, c'est sur cette partie que nous avons dont nous avons parlé. Effectivement, l'accès au financement n'est pas facile. Mais il est important qu'il y a des critères qui doivent être atteints pour avoir accès au financement. Notons que ces rencontres institutionnelles sont des rendez-vous institués par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME, des assises qui se déroulent autour de thématiques dont l'enjeu est de permettre aux PME ivoiriennes de faire face aux défis du fait des changements majeurs et à tous les niveaux. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi les activités de la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Elle a sacrifié à la tradition en conviant les hommes de médias à un déjeuner de presse. Des représentants des organisations professionnelles de médias, des patrons de presse, des journalistes ont répondu présents à l'invitation de M. Draman Koulibaly, directeur général de la LONASI. Il a partagé avec ses invités les raisons de l'embellie économique ainsi que les perspectives de sa structure. Léon Gilbert et Pierre Tebeu y étaient. Le directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI, a informé lors de ce déjeuner de presse que la LONASI a réalisé un chiffre d'affaires de 369 milliards de francs CFA en 2021, soit une progression de plus de 30%. Il a félicité ses collaborateurs qui ont réussi à hisser la société sur le podium des meilleures entreprises publiques en 2019, 2020 et 2021. Toutes ces performances, présentées avec fierté par son directeur général, sont le fruit de la bonne gouvernance instaurée à la tête de l'institution depuis plusieurs années. Mais il est bon de rappeler que l'année précédente, nous avions glané le super prix en occupant la première place après avoir occupé la troisième place en 2019. Donc ça fait 3 ans successivement que la LONASI occupe le podium
c'est-à-dire les 3 premières classes du podium. Nous n'avons pas délogé à la reine d'être parmi les 3 meilleures entreprises de la Côte d'Ivoire depuis 3 ans. Donc derrière ce progrès que je viens d'évoquer, il y a du travail, beaucoup de travail. Et vous avez raison, car les progrès accomplis au cours des 12 derniers mois ont été grâce à de bonnes stratégies. Draman Coulibaly a présenté les défis de l'entreprise à court et moyen terme. La LONASI, dans sa projection, entend faire le pas vers la certification de ces différents produits. Elle doit fonctionner dans le respect des normes de qualité mondialement reconnues. Ce rendez-vous a permis à la LONASI de récompenser les gagnants du jeu concours Challenge social de sa fondation du meilleur article de presse. Le premier prix est revenu à Evelyne Amangwa de Fraternité Matin. En plus d'un trophée, elle a reçu la somme de 1 500 000 francs CFA. Raphaël Tano de Nord-Sud et Bassolé Simon de l'AIP, agence ivoirienne de presse, ont complété le podium. Page renforcement de capacité dans ce journal, la cérémonie de remise de diplôme à la 21e promotion des auditeurs formés par le programme GPE Abidjan s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Organisé par la direction du programme GPE Abidjan, ce projet est destiné au renforcement de capacité des cadres, aux administrateurs publics et privés de la sous-région ouest-africaine francophone. Au total, une quarantaine d'auditeurs ont reçu leur diplôme après 12 mois de formation. Amidi Rassouba et Richard Akeke ont suivi pour vous. Après une formation de 12 mois, la direction du programme GPE a organisé la cérémonie de remise de diplôme à la 21e promotion venue des 4 coins du continent africain. Cette formation qui a pour visée de renforcer les capacités des cadres, des administrateurs publics et privés de la sous-région francophone en matière de management des politiques économiques s'est déroulée à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le jeudi 24 février. Cérémonie présidée par Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a salué les actions menées par le GPE visant à promouvoir l'excellence à travers l'Afrique. Il s'agit là d'un puissant instrument d'intégration sous-régionale ouest-africaine. Il n'y a qu'à regarder les différentes nationalités des 42 auditeurs de la 21e promotion que nous venons de célébrer. Sur les 42, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 34 Ivoiriens, 2 Burkinabés, 2 Togolais, 2 Béninois, une Sénégalaise et un Nigérien. Vous voyez que ça fait une brochette de nationalités ouest-africaines. Donc évidemment, on a là un instrument, comme je l'ai dit, puissant d'intégration ouest-africaine. La deuxième raison qui me fait plaisir en tant que ministre du sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique, c'est le fait que là, on a une formation qui dénote de l'ouverture de l'université vers le monde professionnel. Ce qui doit être le cas pour toutes les universités, parce qu'il faut éviter que nos universités se referment sur elles-mêmes. Il faut qu'elles soient ouvertes sur le monde extérieur, notamment sur le monde professionnel. Nous avons passé le test, très peu l'ont réussi. Et aujourd'hui, si nous autres nous sommes autant publicités, c'est la grâce de Dieu. Ce sont une quarantaine d'auditeurs qui ont été honorés de par leur acharnement et abnégation au travail durant ces 12 mois de formation. Créé pour le renforcement des capacités des cadres africains, le CAMPC, Centre africain pour le management et le perfectionnement des cadres, ne compte pas faillir à sa mission. En cette nouvelle année, il s'est doté d'une nouvelle stratégie afin de continuer à être l'un des leaders du renforcement de capacités et de la formation. Cette nouvelle stratégie a été expliquée au cours de sa conférence inaugurale de rentrée ce jeudi à Abidjan. Les détails avec Diane Cablancan et Ezekiel Siri. C'est une année innovante qui s'annonce pour le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Les responsables de ce centre ont décliné les grands axes de leur nouvelle politique pour l'année 2022. C'était à l'occasion de la rentrée solennelle de l'école le jeudi 24 février 2022, à son siège ici à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette nouvelle politique se décline autour du capital humain comme étant la priorité stratégique face aux défis du développement durable en Afrique. Vous savez que pour développer nos États, nous avons besoin de ressources humaines et nous avons centré cette année nos préoccupations sur le développement du capital humain. C'est la raison pour laquelle ça a été choisi comme thématique pour la rentrée solennelle 2022 du CAMPC.
Si nos cadres sont suffisamment formés, mais vous savez que les défis sont nombreux. Et pour pouvoir atteindre les résultats face à ces défis, il faut des cadres qui sont encore performants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis le capital humain au centre de nos préoccupations. Ce thème choisi par les responsables du COMPC est pour répondre à une problématique liée au développement de l'Afrique. En tant que centre de formation et de perfectionnement, le COMPC veut apporter sa contribution, l'éradication des conflits et de la pauvreté en Afrique. C'est ce qui fait l'objet d'une conférence animée par des experts. Il est important de pouvoir, au niveau de l'ensemble des acteurs, non seulement en discuter, se parler, surtout pour booster toutes les initiatives qui sont en place afin de faire en sorte que les fragilités baissent. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres COMPC est une institution intergouvernementale d'enseignement supérieur à vocation professionnelle, créée en 1970 à Yaoundé par les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Organisation commune africaine et malgache. Il regroupe à ce jour 6 États, à savoir le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger et le Togo. Parlons maintenant littérature. On dit de lui qu'il n'est pas seulement un beau livre, mais une boussole de réussite ou une leçon de vie ou encore un gage d'espoir. Bref, l'ouvrage « Le secret d'une aventure », celle qu'on n'attend pas au sommet, a été officiellement présenté au public ivoirien. Un livre de chevet pour la gente féminine qui promet le leadership et le développement personnel. Cet ouvrage sonne le toxing du leadership et du développement personnel au sein de la gente féminine ivoirienne. Au moyen de 211 pages et 7 chapitres retraçant son parcours personnel, Euphrasie Kwasi Yao, ancienne professeure d'histoire-géographie au lycée Sainte-Marie de Cocody, donne un viatique, une boussole de réussite, sa part de bien obtenue dans la société, de give back to the community, comme le disent les anglophones, son expérience vécue pour impulser un déterminisme social aux femmes qui perdent espoir. Comment gérer, comment concilier la vie de foyer, être mère et être leader, mesdames et messieurs, pour les femmes, en réalité, c'est silencieux, mais c'est un souci. Voilà une question qui me préoccupait. J'ai donc senti le besoin d'apporter des réponses à leurs attentes, vu que je suis passée par là. À travers ce livre, Leçon de vie, Euphrasie Kwasi Yao entend poursuivre son combat pour redonner de l'espoir aux orphelins de Côte d'Ivoire. Elle, qui était déjà orpheline à l'âge de 2 ans, a dû affronter la vie sans une présence physique de sa mère. Quand j'étais ministre, j'avais mené beaucoup d'actions en faveur des enfants orphelins. Et à chaque fois que je les voyais, je me retrouvais. Je me disais qu'ils avaient des difficultés qu'ils ne pourront jamais expliquer, parce que c'était mon cas. Et donc là, avec ce livre qui se lit dès l'âge de 12 ans, je me suis dit que ces enfants orphelins, quand ils vont lire, qu'ils vont voir ce que j'ai vécu, qu'ils vont voir ce que je suis devenue, c'est sûr que on en fera de grands types, de grandes personnalités. Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, magnifie là sa famille, une vie fondée sur l'entente, la complicité et la communication, comme le souligne Séraphin Yao, époux de l'auteur, qui explique son rôle aux côtés de celle-ci. Quand on est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc quand la femme a des difficultés, il faut l'aider. Quand la femme a un bonheur, il faut partager avec elle. Et puis il faut toujours travailler ensemble, se compléter afin que tout marche bien. Il faut discuter, il faut communiquer, il faut s'entraider parce que ceux qui pensent que les femmes sont moins intelligentes que les garçons, ils n'ont rien compris. C'est un aveu que l'on n'entend pas tous les jours. Entre joie, fierté et reconnaissance, la ministre d'État, marraine de la cérémonie, n'a pu se dérober à ce devoir de vérité pour mêler sa voix, son expérience et sa vision du leadership. Je voudrais révéler ici qu'on ne m'attendait pas au sommet. Et quand je le dis très sincèrement. Je suis né d'un père analphabète, d'une mère analphabète. Au moment où je naissais, dans notre cour commune, ici à Abidjan, il n'y avait pas d'eau de robinet. On puisait de l'eau dans un puits.
Je suis partie de là et je suis ici aujourd'hui. Présente à cette dédicace, Arlette Badungue-Sankwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, a appelé à un changement de mentalité à l'égard des femmes ivoiriennes. Notons qu'une pièce théâtrale extraite du livre présenté par la troupe Krembo d'Abobo et une séance de dédicace ont permis à l'auditoire et à l'auteur de communier. À présent, l'invité de la rédaction. Nous recevons pour vous Maryse Gauthier. Elle est la présidente de Team Jock, une association qui promotionne un club privé de voyage en Afrique et dans le monde. Maryse Gauthier, bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est pour vous la première fois que vous venez en Côte d'Ivoire. Comment trouvez-vous Abidjan? Je serais vraiment à mentir si je ne disais pas que Abidjan est une ville merveilleuse, verte. Et j'apprécie beaucoup cette verdure, ces arbres partout qui font la respiration d'Abidjan. Vous avez déjà eu la chance de goûter au mets préparé en Côte d'Ivoire? Bien entendu. Dès mon arrivée, le soir même, j'ai eu le plaisir de pouvoir aller m'asseoir dans un maquis et de goûter les petites choses locales. Attiqué, aloko. Voilà, attiqué, aloko. Et ça, c'était vraiment très très bon. Merci. Alors, nous allons revenir à ce qui nous intéresse. Vous allez nous présenter votre association. Team Jock, c'est quoi? Alors, Team Jock est une association qui s'est donnée comme objectif de faire la promotion d'un club privé de voyageurs. Ce club privé, aujourd'hui, il est développé de manière importante en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe et maintenant depuis 2 ans vers l'Est avec la Russie, l'Allemagne. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, en tant qu'ambassadrice de ce club privé de voyageurs, il était important que l'Afrique, qui est le plus grand continent, le plus peuplé, eh bien, que ce soit aussi des membres de ce continent qui puissent adhérer à ce club privé de voyageurs. Merci. Vous êtes donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour l'installation de Team Jock. Que va-t-il se passer ce samedi? Alors, pour installer le Team Jock ce samedi, nous allons créer un événement qui va nous permettre d'être en contact avec nos premiers membres, parce que Team Jock va créer en Afrique, d'abord à Abidjan, une équipe d'ambassadeurs qui va poursuivre ce travail de promotion à Abidjan et ailleurs. Donc alors, samedi, nous recevons environ entre 200 et 250 personnes dans un espace, donc c'est le samedi, c'est le 26 février 2022, à partir de 19h30. Donc ça a été des personnes qui ont été invitées. Donc on est en soirée privée, VIP, pour présenter ce club. Pourquoi adhérer à Team Jock? Quels en sont les avantages? Alors on n'adhérera pas à Team Jock, on va adhérer au club privé de voyageurs. Team Jock est le support, mais on adhère au club privé de voyageurs. Alors l'intérêt d'adhérer au club privé de voyageurs est de faire en sorte que toute personne qui voyage 2, 3, 4 fois et même plus dans l'année, eh bien qu'elle puisse augmenter son pouvoir d'achat en économisant sur son budget voyage. C'est ça la base. Et puis, deuxième volet de ce club, c'est de donner accès à toute personne membre du club à des articles, à des produits de luxe, puisque nous avons aussi une boutique de luxe en ligne qui permet d'accéder à tout ça, au luxe, en payant des prix de moins 20 à moins 70% par rapport au prix réel. Donc c'est vraiment 2 avantages importants. Voyager dans des conditions d'économie budgétaire et en même temps se faire plaisir aussi, cette fois-ci en économisant également sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas achetées, mais qu'on va acheter parce qu'elles sont beaucoup moins chères dans le club. Alors tout à l'heure, hors antenne, vous étiez en train de dire qu'on a la possibilité également de faire adhérer d'autres personnes et pour se faire un autre business par derrière. Alors, il y a le fait que moi, je suis voyageur, donc je suis membre de ce club de voyageurs, mais je suis aussi ambassadeur. Et donc, toute personne qui est déjà voyageur et qui souhaite augmenter un peu plus son pouvoir d'achat, parce qu'il va l'augmenter avec ses économies, mais il pourra l'augmenter aussi en gagnant de l'argent en tant qu'ambassadeur. L'entreprise, la société paye tout ambassadeur qui va faire augmenter le nombre de membres de ce club. Donc je peux choisir d'être voyageur tout simplement, mais faire comme moi je fais aujourd'hui, faire en sorte que d'autres personnes adhèrent à ce club et être payées par l'entreprise pour ça.
Alors juste, je vais faire un petit rétro. Si je prends un exemple, si j'ai l'habitude de dépenser 2 millions pour un voyage, à partir du moment où j'adhère à ce club privé, combien serait ma dépense? Eh bien, on peut aller jusqu'à même 1 million, 1,2 million au lieu de 2 millions. Et là, on est vraiment dans des montants de 800 000, 700 000 en fonction des destinations. Mais en tout cas, il est certain que votre pouvoir d'achat va être amélioré parce que vous allez faire forcément des économies. Avant de vous laisser partir, nous allons vous demander de regarder droit dans cette caméra et de lancer un appel. Alors aujourd'hui, je lance un appel à tous les habitants de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan plus particulièrement, puisque nous sommes là ce soir. Vous êtes aujourd'hui plusieurs millions à voyager. Eh bien, nous vous incitons à nous rejoindre dans ce club privé de voyageurs et permettre à vos familles aussi de profiter de ce club privé de voyageurs en nous rejoignant soit en tant qu'ambassadeurs, soit en tant que voyageurs. Nous sommes là ce soir et jusqu'au 8. Et après le 8, vous aurez une équipe d'ambassadeurs que nous laisserons sur place et qui pourront, avec un espace que nous allons également inaugurer le 1er, vous accueillir et vous faire découvrir ce club même après mon départ. Merci Maryse Gauthier d'être passée sur ce plateau du Grand Journal à Business 24 Africa. Merci beaucoup à vous et merci aux auditeurs de Business 24. Merci. Eh bien, c'est la fin de cette édition que j'ai eu l'honneur et le plaisir de vous présenter. Merci à toutes nos équipes et à vous qui nous suivez. L'information se poursuit sur Business 24 Africa, la télé utile.